Bonjour à tous, c'est Elisabeth et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la comparaison des arcanes du tarot dans le système Marseille et Rider-Waite-Smith. Vous pouvez retrouver les premières vidéos du fou jusqu'à la justice dans la playlist ci-dessus. Avant de démarrer avec l'arcane 9, l'ermite, je voudrais prendre un moment pour remercier toutes les personnes nouvellement abonnées à ma chaîne. Ça y est, j'ai enfin dépassé les 800 abonnés et qui me laissent de gentils et encourageants commentaires. Tout ça, ça me donne vraiment envie de continuer ces vidéos qui me prennent beaucoup de temps et de recherche, mais j'adore ça, pas d'inquiétude. Et j'espère vraiment que je vous apporte des connaissances que j'ai moi-même obtenues grâce à tous les auteurs que je cite. Mention spéciale à Benebel Wen, mon mentor absolu. Je l'admire tellement pour sa capacité de travail, son intelligence, sa façon de mêler subtilement logique et rationalité avec magie et intuition. Revenons à l'arcane d'aujourd'hui, l'ermite avec un H. Et je commence avec une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai suivi un cours de numérologie du tarot avec Sébastien Michel, autre personnalité importante dans le monde des arts divinatoires. À cette occasion, j'ai découvert que l'ermite correspondait à ma personnalité profonde. Et je dois avouer que ma première réaction n'a pas été très enthousiaste. Bah oui, savoir qu'au fond de moi, je suis un vieillard lent et solitaire, ça m'a pas fait, sauter de joie. Donc évidemment, face à l'énergie du battleur ou au rayonnement de l'impératrice, il fait pas vraiment rêver, hein, l'ermite. Et à l'époque, ça me paraissait même assez éloigné de mon tempérament parce que je suis plutôt quelqu'un d'impulsif. Je suis capable de me lancer rapidement dans un projet ou de suivre une intuition sans trop attendre. Mais avec le temps, j'ai commencé à regarder cette carte autrement. Et je me suis rendu compte, en vieillissant justement, que j'avais besoin de ralentir d'une part et de prendre le temps de réfléchir davantage d'autre part. Ensuite, c'est vrai que j'ai toujours aimé explorer les thèmes en profondeur. Quand j'étais prof, j'adorais préparer les cours et aller chercher des infos sur les thématiques que je n'avais évidemment pas le temps d'utiliser en classe, mais je sentais que ces recherches m'apportaient énormément. Quand j'ai découvert le tarot, pareil, j'ai adoré remonter aux sources, comparer les auteurs, fouiller les symboles, chercher les nuances cachées derrière les interprétations les plus évidentes au départ. Donc j'aime prendre une idée, voir jusqu'où elle peut nous conduire. Donc autant vous dire, vous avez dû le remarquer, que je ne suis pas du tout adepte des vidéos où on vous fait des tirages à la va-vite bourrés de banalités en tirant 50 milliards de cartes. Donc je laisse ça à d'autres qui le font très bien et qui ont trouvé un large public avec ça. Très bien pour eux. Donc, fouiller, chercher, explorer, transmettre mes découvertes, voilà en fait ce qui me plaît profondément. Et finalement, n'est-ce pas exactement ce que fait l'ermite? Alors lui, il cherche pas à impressionner, hein, c'est pas un influenceur. Il avance lentement parce que il prend le temps d'observer, il éclaire quelques pas devant lui et accepte que la connaissance se révèle progressivement. Sa sagesse ne vient pas d'une vérité toute faite, mais d'une longue fréquentation des questions. C'est peut-être pour cette raison qu'aujourd'hui, j'éprouve évidemment une tendresse particulière pour cet arcane et je vous propose donc de partir à la rencontre de ce voyageur, à la fois chercheur, guide, sage et éternel étudiant. Et pour commencer, je vous propose de remonter aux origines de cette carte. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les recherches d'Isabelle Nadolny dans son livre Histoire du tarot, afin de mieux comprendre comment cette figure mystérieuse s'est construite au fil de l'histoire. L'ermite est aujourd'hui l'une des figures les plus reconnaissables du tarot. Un vieillard solitaire, avançant lentement à la lumière de sa lanterne. Pourtant, cette image familière est le résultat d'une longue évolution. Les premières dénominations de la carte nous révèlent en effet un personnage bien différent. Dans les anciens tarots italiens, on l'appelle il gobbo, le bossu, puis il vecchio, le vieil homme, ou encore tempo, le temps.
À cette époque, la carte ne semble pas évoquer un sage retiré du monde, mais plutôt les effets inexorables du temps sur l'existence humaine. Les plus anciennes représentations montrent d'ailleurs un vieillard portant un sablier, attribut traditionnel du temps dans l'art de la Renaissance. Cette figure rappelle souvent Saturne, le dieu associé au vieillissement, aux épreuves et aux limites de la condition humaine. Le personnage courbé, parfois soutenu par un bâton ou une béquille, apparaît alors moins comme un maître spirituel que comme le témoin des années qui passent et de leur poids sur le corps. Ce n'est que plus tard, dans les tarots français, que la figure commence à se transformer. Le vieillard devient un ermite, c'est-à-dire un homme qui choisit volontairement la solitude afin de se consacrer à la contemplation et à la recherche spirituelle. Le sablier disparaît progressivement au profit d'une lanterne. L'accent n'est plus mis sur les ravages du temps, mais sur la sagesse acquise au fil de l'expérience. Cette évolution est particulièrement intéressante car elle marque un véritable changement de perspective. Là où les premiers créateurs du tarot semblaient insister sur la fragilité de l'existence humaine, les interprétations ultérieures vont retenir l'image du chercheur de vérité, de celui qui s'éloigne du tumulte du monde pour mieux comprendre la vie. L'apparition de la lanterne a également suscité de nombreuses interprétations. Certains y voient une référence au philosophe grec Diogène, célèbre pour avoir parcouru les rues, une lanterne à la main, en affirmant chercher un véritable être humain. Qu'elle soit ou non intentionnelle, cette association renforce l'idée d'une quête intérieure et d'une recherche sincère de la vérité. D'autres éléments rapprochent la carte des traditions religieuses et monastiques. Le bâton évoque le pèlerin en marche. La capuche rappelle les moines, notamment les capucins, auxquels certains anciens jeux font explicitement référence. Quant à la longue barbe, elle constitue depuis des siècles un symbole de retrait du monde et d'abandon des préoccupations matérielles au profit de la vie spirituelle. Au fil du temps, cette interprétation du sage solitaire finit par s'imposer. Les auteurs ésotériques des XVIIIe, XIXe et XXe siècles y voient tour à tour le chercheur de vérité, l'initié, le philosophe, le méditant ou encore l'homme prudent qui avance avec patience et discernement. Cette idée de prudence revient d'ailleurs de façon récurrente dans les ouvrages consacrés au tarot. Chez Papus, l'ermite devient une figure d'initiation et de sagesse. Oswald Wirth insiste sur le silence, l'étude, l'approfondissement et l'influence saturnienne. Paul Marteau y voit quant à lui celui qui apporte de la lumière sur une situation obscure, non par précipitation, mais grâce à une réflexion calme et méthodique. Ainsi, derrière l'image familière du vieil homme à la lanterne se cachent en réalité plusieurs personnages superposés. Le temps qui use toute chose, le pèlerin qui poursuit sa route, le philosophe qui cherche la vérité, le moine retiré du monde et le sage qui éclaire son chemin pas à pas. Maintenant que nous avons retracé les origines de l'ermite et vu comment sa signification a évolué au fil des siècles, intéressons-nous à la carte elle-même. Je vous propose de commencer par l'ermite du tarot de Marseille, toujours dans sa version Camouin-Jodorowsky, afin d'explorer en détail ses symboles et les différentes interprétations qu'en donnent les auteurs contemporains. Alors commençons par la décrire tout simplement. Donc la carte est encadrée par deux cartouches. En haut figure le nombre 9, écrit sous une forme très ancienne, non pas 9 comme nous avons l'habitude de le voir aujourd'hui, mais le 5 suivi donc de 4 bâtons, une graphie qu'on retrouve fréquemment dans les tarots anciens. En bas, le nom de la carte, l'ermite, avec un H, conformément à l'orthographe utilisée dans les premiers tarots français. Donc au centre de la carte se tient un personnage âgé. Son visage porte les marques du temps. Je vous le rapproche. Son front est ridé. Ses yeux semblent légèrement cernés. Ses cheveux s'éclaircissent ici au sommet du crâne. Et une longue barbe encadre son visage. Nous sommes face à une figure qui a vécu, visiblement, observé
et traverser les épreuves de l'existence. Alors, dans sa main droite, il élève une lanterne multicolore dont il semble protéger la lumière. Dans sa main gauche, il s'appuie sur un long bâton rouge légèrement courbé et l'ensemble de sa posture suggère un déplacement qui est prudent. L'ermite avance lentement vers la gauche de la carte, c'est-à-dire vers le passé, si on suit la lecture traditionnelle du sens de déplacement dans le tarot de Marseille. Ces vêtements aussi attirent l'attention par la richesse de leurs couleurs. Un ample manteau bleu occupe une grande partie de la composition et enveloppe presque entièrement son corps. Sous ce manteau apparaît une longue robe, je ne sais pas comment l'appeler ça, verte, tandis que ses manches alternent le rouge et le bleu. Une large capuche rouge repose sur ses épaules et se termine par un pompon jaune. Et même la lanterne reprend cette palette colorée, comme si les différentes forces représentées dans la carte étaient réunies autour de cette lumière qu'il porte. Le décor particulièrement dépouillé, aucun arbre, aucun bâtiment, aucun autre personnage ne vient accompagner sa marche. Seules quelques formes ici évoquent un sol irrégulier, peut-être des dunes qui occupent l'arrière-plan. Le ciel, entièrement blanc, et cette absence de détails crée une impression de solitude et de silence qui correspond parfaitement au personnage représenté. L'ensemble de la composition donne le sentiment d'une progression lente mais déterminée. L'ermite poursuit sa route à son rythme, guidé par la lumière qu'il porte lui-même et soutenu par son bâton, dans un paysage réduit à l'essentiel. Donc après cette première observation, il est temps d'aller au-delà de la simple description. Comme toujours, nous allons maintenant explorer la symbolique de cette carte à travers le regard de plusieurs auteurs. Commençons par l'interprétation proposée par Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa dans La Voix du Tarot, d'autant plus que Jodorowsky est celui qui a conçu ce tarot avec Philippe Camoin. Et on sait que ce livre, La Voix du Tarot, a profondément marqué la tarologie contemporaine. Donc pour ces deux auteurs, l'ermite représente avant tout une carte de transition. Le chiffre 9 occupe en effet une place particulière dans la série des nombres, parce que c'est le premier nombre impair divisible, puisqu'il est le produit de 3 x 3, et il va réunir deux dynamiques apparemment opposées, une force d'action et une capacité de réception. Donc cette dualité va traverser toute la carte. Les auteurs nous proposent d'observer le mouvement du personnage. L'ermite semble quitter la justice qui le précède, tout en avançant à reculons vers l'arcane 10, si on mettait ici la justice et la roue de fortune, donc l'arcane 10, on dirait en fait, oui, qu'il avance à reculons vers la roue de fortune. Ce détail est essentiel parce qu'il ne cherche pas à dépasser la perfection symbolisée par la justice, car celle-ci constitue déjà un accomplissement. Au contraire, il décide de l'abandonner, il accepte de l'abandonner. Il entre dans une période de crise, non pas parce qu'il échoue, mais parce que toute évolution véritable exige de quitter un état devenu trop étroit. Jodorowsky compare cette étape au 9e mois de la grossesse. Après 8 mois, le fœtus est entièrement formé. Pourtant, il lui reste une ultime transformation, quitter le seul monde qu'il ait jamais connu pour naître dans un univers entièrement nouveau. Et l'ermite incarne précisément ce moment où l'on doit renoncer à ses certitudes avant même de savoir ce qui nous attend. Ainsi, cette lame annonce simultanément une fin et un commencement. Elle marque le détachement progressif de l'ancien mode de vie, tout en ouvrant la porte vers un avenir encore invisible. Contrairement au pape qui transmet un enseignement et conduit vers un idéal clairement identifié, l'ermite avance dans l'inconnu. C'est pourquoi il symbolise à la fois la sagesse et la crise. Sa lanterne devient alors le cœur de son enseignement. Elle représente naturellement la connaissance, mais une connaissance dont la fonction reste ambivalente. Elle peut éclairer le chemin de ceux qui suivent derrière lui,
comme le ferait un maître, un thérapeute ou un guide. Mais elle peut également être comprise comme un simple signal adressé au mystère, une lumière discrète, indiquant que le travail intérieur est accompli et que l'être est désormais prêt à accueillir ce qui le dépasse. Les vêtements eux-mêmes racontent cette longue maturation. Les nombreuses couches de tissu évoquent autant la rudesse de l'hiver que les différentes strates de l'expérience accumulée au cours d'une vie, ce qu'on peut voir ici dans les hachures à l'intérieur du manteau, qui témoignent symboliquement de toutes les épreuves traversées, comme un peu quand on coupe un arbre et qu'on voit les hachures comme ça, enfin les cercles concentriques qui indiquent sa progression, sa croissance. Son dos aussi, qui est légèrement voûté, ne traduit pas seulement la vieillesse, il semble porter toute la mémoire du chemin parcouru. Alors, Jodorowsky et Costa attirent également l'attention sur plusieurs détails graphiques souvent ignorés et évidemment, dans d'autres représentations de l'ermite, vous n'allez pas avoir exactement ces symboles représentés comme ça. Vous ne pouvez les voir que dans cette version, en fait. Donc ici, on a 2 croissants de lune orangés, donc un qui est ici, sur le revers du manteau, et l'autre qui est visible ici au niveau du cou. Je vous le montre, voilà, ici, et l'autre ici. Alors par exemple, cette forme ici, sur le tarot Grimaud, certains y voient des oreilles de lapin. Donc là, on ne voit pas du tout des oreilles de lapin. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai vu tout de suite un croissant de lune. Donc, d'après Jodorowsky et Costa, ces 2 croissants de lune vont symboliser le développement des qualités réceptives de l'ermite. De façon plus surprenante, alors là, c'est le pli de la main, j'ai mis un petit moment à le voir, qui tient la lanterne, dessinerait les hanches et le pubis d'une femme en miniature. Et effectivement, alors il faut tourner la carte, regarder comme ça. Vous voyez, ici, attendez, je pose le micro. Là, voilà. Ici, ce seraient les 2 jambes et le pubis au milieu. Donc là, vraiment, il faut avoir examiné la carte en détail pour le voir. Alors, les auteurs y voient l'expression d'une féminité intérieure ou plus largement la présence d'une dimension réceptive, toujours pareil, qui demeure vivante malgré ce détachement du personnage, le détachement des biens matériels, tout ce qui est matériel. Son visage livre aussi plusieurs indices. Alors, les 3 rides qui marquent son front, ici, traduisent cette activité mentale qui est toujours intense, tandis que son regard semble se perdre au loin. Ensuite, on a les cheveux et la barbe bleue qui le rapprochent de l'empereur, mais d'un empereur qui aurait renoncé à son pouvoir matériel pour entreprendre une quête intérieure. Même sa main, ici, teintée de bleu, alors certains disent que c'est un gant, paraît désormais guidée davantage par la conscience spirituelle que par l'action. Jodorowsky et Costa accordent également une grande importance aux couleurs. Donc on a un bleu qui domine, un bleu foncé, qui traduit une conscience profondément tournée vers la spiritualité et le monde intérieur. Le vert, dissimulé au cœur du vêtement, est associé à la permanence, voire à l'éternité, dans certaines traditions initiatiques. Quant au bâton rouge, il n'est plus seulement un appui, il va devenir le symbole d'une expérience incarnée, d'une sagesse acquise par la vie elle-même plutôt que par la théorie, puisque le rouge marque tout ce qui est action et ancrage dans le concret. Son capuchon et son bâton évoquent aussi le mat. Toutefois, alors que le mat chemine dans un élan spontané, l'ermite poursuit sa route avec une conscience forgée par l'expérience. Dans un tirage, cette carte annonce souvent une période de transformation profonde. Elle peut signaler aussi la rencontre d'un enseignant, d'un thérapeute ou d'un guide. Mais elle invite surtout chacun à traverser sa propre crise, en fait, sans chercher à l'éviter. Car toute véritable évolution implique une forme de dépouillement. Enfin, les auteurs rappellent que cette sagesse possède aussi son versant d'ombre. L'ermite peut devenir solitude,
pauvreté, isolement, voire exclusion. Il représente parfois le père absent ou distant, mais aussi cet espace intérieur où chacun est amené un jour ou l'autre à faire face seul à lui-même. Et c'est précisément dans cette solitude que peut commencer une véritable transformation spirituelle. L'approche de Chris Hadar, elle, est sensiblement différente de celle de Jodorowsky et Costa. Là où ces derniers privilégient une lecture psychologique et symbolique de l'arcane, Chris Hadar, lui, développe une interprétation profondément ésotérique, fortement inspirée de la tradition chrétienne, de l'hermétisme et de l'alchimie. Dans sa vision, chaque arcane raconte une étape de l'évolution spirituelle de l'être humain depuis son incarnation jusqu'à son retour vers le divin. C'est donc dans ce cadre qu'il interprète la figure de l'ermite. Pour Chris Hadar, l'ermite est avant tout l'arcane du temps, de la maturation et de la recherche intérieure. Il intervient après la justice, lorsque l'être humain prend conscience que la connaissance ne s'acquiert ni dans la précipitation, ni par un simple effort intellectuel. Il faut désormais ralentir, prendre du recul et laisser l'expérience accomplir son œuvre. Donc à travers un dialogue imaginaire entre le fou et l'ermite, dans son livre, mon premier livre de tarot, Hadar présente ce dernier comme un maître spirituel. Et il va inviter son disciple à quitter momentanément l'agitation du monde pour entreprendre une véritable descente en lui-même. Selon lui, chacun porte en soi un trésor caché, comparable à un diamant encore enfermé dans sa gangue, appelé tout simplement l'âme. Et toute la quête de l'ermite consiste à découvrir cette lumière intérieure, afin de dépasser les seules lois matérielles de l'existence. Cette recherche demande cependant de longues années de patience. L'ermite rappelle que le tarot ne s'apprend pas uniquement dans les livres, mais surtout par l'expérience, par la persévérance et la sincérité de la démarche. La connaissance ne peut être transmise qu'à celui qui accepte de mûrir lentement. Chris Hadar attire également l'attention sur plusieurs éléments de la carte. L'ermite regarde vers la gauche, on l'a déjà dit, donc c'est-à-dire vers les arcanes qu'il a déjà parcourus. Il éclaire son passé afin d'en tirer les enseignements nécessaires avant de poursuivre son chemin. Sa lanterne symbolise la lumière de la conscience, cette étincelle divine qui est présente en chaque être humain. Et c'est grâce à elle que l'homme peut comprendre les lois spirituelles, discerner les épreuves qui l'attendent et orienter sa vie avec davantage de sagesse. Le bâton n'est pas seulement un appui, il représente toute l'expérience acquise au fil des années. Pour Hadar, il s'agit d'un savoir vivant, forgé par les épreuves, qui permet d'écarter les obstacles rencontrés sur la route. Alors cet auteur, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, accorde une grande importance à la symbolique des couleurs, mais je précise que son interprétation repose sur le tarot Grimaud, que je vous montre. Vous voyez comme les couleurs sont complètement différentes. Ici, la tête, par exemple, on n'a pas du tout de cheveux bleus, on n'a pas de vert à l'intérieur, la lanterne n'est pas de la même couleur non plus. Donc, en fait, on ne peut pas interpréter les couleurs selon Chris Hadar avec un tarot Camouin Jodorowsky. Donc, le capuchon rouge, il l'a toujours quand même, je vais les laisser à côté. Le capuchon rouge représente les passions humaines et l'attachement au monde matériel. Et lorsque l'ermite le retire pour laisser apparaître ses cheveux, alors ici bleu, ici couleur chair, il manifeste l'ouverture de son esprit à une réalité plus élevée et entre en communion avec la lumière divine. Cette transformation illustre le passage progressif d'une conscience dominée par la matière vers une conscience spirituelle. Dans la pensée de Chris Hadar, la lanterne ne doit d'ailleurs pas être entièrement dévoilée. Donc ici, on voit qu'elle est, dans le tarot Camouin Jodorowsky, on voit la continuité du manteau, qu'elle est plus cachée. Ici, on la voit davantage. Donc sa lumière reste quand même partiellement cachée sous le manteau, car la connaissance spirituelle ne peut être donnée sans discernement.
Et celui qui n'est pas prêt risquerait d'être aveuglé par une vérité qu'il ne pourrait pas encore comprendre. Donc la sagesse demande autant de discrétion que de générosité. L'ermite est également associé au silence, au dépouillement, à la chasteté et à la méditation. Pour Chris Hadar, la véritable connaissance commence lorsque l'on accepte une vérité fondamentale. Nous naissons seuls, nous traversons certaines étapes essentielles seuls et nous mourrons seuls. Cette solitude n'est pourtant pas un enfermement, elle devient le lieu où peut naître une relation plus profonde avec son âme et à travers elle, avec le divin. Donc l'une des idées les plus originales de Chris Hadar concerne la direction dans laquelle marche l'ermite. Contrairement aux autres personnages du tarot, on l'a vu, il semble avancer à contre-courant. Et pour l'auteur, ce choix symbolise le retour vers l'origine de l'être humain. Et en retraçant le parcours des arcanes en sens inverse, Hadar développe une lecture ésotérique de l'incarnation. L'âme descend progressivement du monde spirituel jusqu'à la naissance dans la matière, on l'a vu vers le battleur, puis en parcourant les arcanes dans leur ordre habituel, elle entreprend le chemin inverse, c'est-à-dire celui de son évolution consciente vers sa source divine. Et l'ermite marque précisément le moment où l'être humain commence à comprendre les lois spirituelles qui gouvernent cette évolution. Dans un tirage, cette carte annonce avant tout un temps de maturation. Elle invite à suspendre l'action, à observer, à réfléchir et à laisser les événements se développer avant de prendre une décision. Pour Chris Hadar, ce ralentissement n'est jamais une punition. Il constitue un avertissement bienveillant du destin, offrant encore la possibilité de modifier le cours des choses avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Et le temps devient alors un allié plutôt qu'un obstacle. Enfin, sur le plan psychologique, l'ermite décrit une personnalité discrète, profonde, réfléchie et solitaire évidemment. Elle préfère observer avant d'agir, recherche le sens des expériences qu'elle traverse et refuse les décisions précipitées. Cette prudence peut devenir une véritable sagesse, mais elle peut aussi se transformer en timidité, en repli sur soi, ou en difficulté à saisir les occasions lorsque la réflexion finit par remplacer l'action. Après les approches très personnelles de Jodorowsky et de Chris Hadar, Yoav Ben-Dov adopte une lecture plus directement ancrée dans l'image. Il ne multiplie pas les constructions ésotériques, il va s'attacher à observer les éléments visibles de la carte et à montrer comment ils peuvent ouvrir différentes pistes d'interprétation. Donc son analyse est volontairement nuancée parce qu'il estime qu'un même symbole peut exprimer une qualité ou au contraire son excès. Pour Yoav Ben-Dov, le nom même de l'ermite constitue un premier indice. Issu d'un mot grec signifiant désert, il renvoie à la tradition des premiers moines chrétiens qui choisissaient de vivre dans des lieux isolés, menant une existence faite de dépouillement, de pénitence et de contemplation. La barbe, les longs cheveux et les vêtements simples prolongent cette idée d'ascèse que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles. La lanterne évoque quant à elle une autre figure célèbre, on en a déjà parlé, le philosophe grec Diogène. Et je le répète, selon la tradition, celui-ci parcourait les rues d'Athènes, une lampe allumée à la main en plein jour, affirmant qu'il cherchait un véritable être humain. Donc il ne recherchait évidemment pas quelqu'un au sens physique, mais une personne réellement honnête et vertueuse. Donc Ben-Dov établit un parallèle entre cette quête philosophique et celle de l'ermite, qui poursuit inlassablement une forme de vérité, qu'elle soit intérieure, spirituelle ou mystique. Cette recherche peut prendre de multiples formes. Elle peut être psychologique lorsqu'elle conduit à mieux se connaître. Elle peut être religieuse ou spirituelle lorsqu'elle vise une vérité transcendante. Plus simplement encore, elle peut représenter toute forme de recherche. Retrouver une personne, un objet perdu ou encore chercher la bonne direction à prendre dans sa vie. Ben-Dov s'attarde ensuite sur plusieurs détails de l'illustration. Le front, particulièrement développé de l'ermite, qui souligne sa sagesse.
Les 3 rides horizontales qui le traversent rappellent un symbole porté par les fidèles du dieu hindou Shiva à l'emplacement du troisième œil, associé à l'éveil spirituel. Elles peuvent également évoquer 3 niveaux de réalité, le monde matériel, le monde mental et le monde spirituel. Dans le langage du tarot, Bendov suggère qu'elle pourrait aussi faire écho aux 3 plans que l'on retrouve dans les arcanes majeurs, le ciel, la terre et l'abîme. Et l'ermite serait alors celui qui cherche une compréhension capable d'embrasser ces 3 niveaux. L'auteur remarque également que toute la composition semble converger vers un même point, le regard de l'ermite, sa posture, l'orientation de ses doigts, la forme circulaire située au-dessus de la main qui tient la lanterne, ainsi que les lignes colorées de la carte, conduisent toutes vers la même direction. Donc cette concentration traduit une détermination remarquable. L'ermite poursuit un seul objectif et accepte évidemment les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. Mais cette qualité peut aussi devenir un défaut. Poussée à l'extrême, elle peut conduire à l'entêtement, au refus de remettre ses convictions en question, ou même au fanatisme idéologique ou religieux. Son apparence de moine traduit également une vie de simplicité. Donc l'ermite renonce volontairement au confort et au plaisir matériel. Selon Bendov, cette carte peut ainsi évoquer une période de sobriété choisie ou imposée par les circonstances. Il peut s'agir d'une retraite volontaire, d'une période de difficulté économique ou encore de concessions temporaires afin d'atteindre un objectif plus important. Ça me fait tout de suite penser au mois de janvier, je crois, sans alcool, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mois sobre, où les gens choisissent volontairement de ne pas boire d'alcool pendant 31 jours. Donc cette idée de renoncement s'étend également au désir. L'image du moine évoque naturellement le célibat et l'abstinence, mais plus largement la capacité à différer une satisfaction immédiate. Bendov ajoute toutefois une lecture plus ambiguë, et je l'ai retrouvée chez d'autres auteurs aussi, qui est le bâton recourbé ici, enfin tordu, qui pourrait symboliser des désirs détournés, tandis que l'étrange forme jaune ici, donc qu'on a vu que c'était une lune, pour lui pourrait laisser entendre, puisque c'est au niveau de l'entrejambe, que les pulsions ne disparaissent jamais complètement, même sous les apparences d'une grande austérité. Donc ça pourrait représenter des désirs un peu vicieux, voilà, style Abbé Pierre. Le regard, tourné vers la gauche toujours, peut enfin être interprété comme une invitation à examiner le passé ou à se tourner vers son monde intérieur. L'ermite cherche à comprendre les expériences déjà vécues afin d'éclairer le présent. Donc évidemment, cette démarche évoque aussi bien le travail de l'historien que celui du psychologue ou du psychanalyste, du détective aussi, qui cherche à reconstituer une vérité à partir des traces laissées par le passé. Sa lanterne, levée devant les yeux, souligne enfin une qualité essentielle, la prudence. Avant d'agir, l'ermite observe attentivement le terrain. C'est pourquoi plusieurs auteurs d'ailleurs ont associé cette carte à la vertu de prudence qui manque dans le tarot, puisque je rappelle, on a la force, la tempérance et la justice, et il n'y a pas la prudence. Donc dans son aspect positif, elle traduit la réflexion, la vigilance et le discernement. Dans son versant plus difficile, elle peut devenir méfiance excessive, hésitation permanente, incapacité à faire confiance. Vous voyez, les pieds sont cachés, on ne les voit pas, et donc ça, plus la progression lente, suggère d'ailleurs qu'une prudence poussée à l'excès peut finir évidemment par empêcher toute avancée. Enfin, Bendov rappelle que le sens premier du mot ermite désigne une personne vivant volontairement à l'écart des autres. Donc la manche qui entoure partiellement la lanterne renforce cette impression d'une lumière qui est gardée pour soi. La carte peut alors représenter une personne indépendante, peu influencée par le regard d'autrui, à l'image d'ailleurs de Diogène. Mais elle peut aussi évoquer le versant plus douloureux de la solitude, l'isolement, la difficulté à créer des liens profonds,
la peur de l'intimité ou encore un idéal tellement exigeant qu'il empêche d'entrer réellement en relation avec les autres. Enfin, l'approche d'Emmanuel Iger, elle, davantage philosophique que symbolique, elle s'intéresse moins à l'interprétation de chaque détail de la carte, encore qu'au rôle de l'ermite dans le parcours initiatique des arcanes. Donc son analyse cherche avant tout à comprendre ce que cette étape apporte au cheminement intérieur du consultant. Donc pour Emmanuel Iger, l'ermite intervient après plusieurs étapes essentielles du voyage. Le consultant a déjà trouvé une direction et s'y est engagé. Donc il est désormais temps de s'arrêter pour faire le bilan de ce qui a été vécu. Ce retrait n'est ni un renoncement, ni une fuite. Il va constituer une étape indispensable pour intégrer les expériences accumulées jusque-là. Selon elle, cette pause conduit à une découverte fondamentale. Le chemin intérieur est profondément individuel. Chacun est guidé par son propre ressenti, par ce qui fait sens pour lui, et cette vérité ne peut pas être transmise telle qu'elle à une autre personne. On peut raconter son expérience, on peut l'expliquer, on peut la partager, mais personne ne pourra jamais éprouver exactement ce que nous avons vécu. C'est pourquoi l'ermite se retire du monde. Non parce qu'il méprise les autres ou refuse toute relation, mais parce que le monde est le lieu de ce qui est commun, partagé. Or, la vérité qu'il recherche appartient à son expérience personnelle. Donc cette quête demande un moment de solitude. Pour autant, l'ermite ne coupe pas les ponts avec la réalité. Son bâton le maintient en contact avec le sol et lui permet d'avancer avec prudence. Il reste donc pleinement ancré dans le monde. Quant à sa lanterne, elle n'a pas pour vocation d'éclairer le chemin à la place des autres, mais elle agit plutôt comme un phare. Elle indique qu'il existe une voie sans jamais imposer une direction unique. Emmanuel Iger établit d'ailleurs un parallèle intéressant avec le tarot lui-même, le jeu de tarot. Le tarot ne répond jamais à la question « Qui suis-je ?» En revanche, il montre qu'il existe un chemin permettant à chacun de découvrir sa propre réponse. Et l'ermite joue exactement ce rôle. Il témoigne qu'une vérité est possible sans prétendre la définir à la place d'autrui. L'auteur revient également sur l'orthographe traditionnelle de la carte, ermite avec un H, et elle y voit, elle, une référence à Hermès Trismégiste et à la tradition hermétique. Comme une boîte hermétique protège ce qu'elle contient, la connaissance intérieure de l'ermite demande à être préservée. La lumière de sa lanterne est d'ailleurs partiellement cachée, on l'a vu, par le pan de son manteau. Et c'est pas par égoïsme qu'elle est dissimulée, mais parce qu'une vérité profonde ne peut être reçue que par celui qui est prêt à l'accueillir. Cette conception se retrouve aussi dans sa manière d'envisager l'enseignement. L'ermite peut devenir un guide, mais il n'enseigne pas comme le pape. Il ne transmet pas un savoir extérieur ou une doctrine à suivre. Son enseignement passe avant tout par l'exemple. Il montre par sa propre transformation qu'il est possible de sortir de l'ignorance ou de la souffrance. Et en cela, il rejoint l'idée selon laquelle le meilleur maître est celui qui incarne ce qu'il enseigne. Et j'adore cette idée. Enfin, Emmanuel Iger propose une définition très personnelle du sacré. Pour elle, l'ermite découvre que le sacré ne réside pas dans une autorité extérieure, mais dans la vérité la plus intime de chaque individu. Et renoncer à cette singularité pour se conformer au regard des autres reviendrait à abandonner ce que nous avons de plus précieux. L'ermite nous invite ainsi à respecter notre propre chemin, même lorsqu'il diffère de celui de la majorité. Voilà, nous venons de voir que malgré des approches très différentes, les auteurs s'accordent pour faire de l'ermite une figure de recherche intérieure, de maturation et de quête de vérité. Je vous propose maintenant de quitter le tarot de Marseille pour découvrir comment Arthur Edward Waite et Pamela Colman Smith ont interprété cet arcane dans le Rider-Waite-Smith, où plusieurs éléments iconographiques vont venir enrichir son symbolisme. Alors après le personnage coloré et foisonnant du tarot de Marseille, l'ermite du Rider-Waite-Smith apparaît beaucoup plus dépouillé. Je vous sors la boîte. Voilà l'ermite du Rider.
La palette, comme vous le voyez, est dominée par les gris, les bruns, les blancs, ce qui renforce immédiatement l'impression de silence, de solitude et de sobriété. Comme dans le tarot de Marseille, le personnage est tourné vers la gauche, avec une attitude légèrement différente puisqu'on a la tête inclinée vers le sol et les yeux qui semblent clos. Voilà, on dirait vraiment qu'il les a fermés, comme s'il était absorbé dans une profonde méditation ou entièrement concentré sur son chemin intérieur. Il a une longue barbe blanche, lui aussi, qui souligne son grand âge et son expérience. Et dans sa main, il tient un bâton qui est droit, lui, qui n'est pas du tout courbé comme celui du tarot de Marseille. Donc, ce bâton lui sert d'appui et lui donne une impression de stabilité et de fermeté. Dans son autre main, l'ermite élève une lanterne à l'intérieur de laquelle brille une étoile. Donc ça, c'est une différence. Vous voyez, il y a une étoile dans cette lanterne et cette lumière est le point le plus lumineux de toute la composition, évidemment, puisqu'elle brille. Et donc, ça forcément attire immédiatement le regard, comme si elle constituait le véritable cœur symbolique de la carte. L'ermite est enveloppé dans une longue cape gris-brun à capuche qui recouvre presque entièrement son corps. Donc on voit que la capuche, cette fois-ci, il l'a sur la tête, contrairement au tarot de Marseille où il a la capuche dans le dos. Sous ce manteau apparaissent des vêtements de la même couleur sobre qui se fondent presque dans le décor. Et le paysage, là aussi, est très épuré. L'ermite se tient sur un sommet enneigé, dont seule une petite partie est visible au premier plan. Et à l'arrière, pareil, aucun arbre, aucun bâtiment, aucun autre personnage ne vient rompre ce vide. Le fond est entièrement occupé par un ciel gris uniforme qui accentue cette impression d'isolement. Alors l'ensemble de la carte inspire une atmosphère de calme, de silence et de recueillement. Et contrairement au tarot de Marseille qui suggère encore le mouvement d'un voyageur poursuivant sa route, même si c'est lentement, le Rider-Waite-Smith donne davantage l'impression d'un homme arrivé au sommet de son cheminement et qui fait une pause pour contempler la lumière qu'il porte avant de poursuivre sa quête. Voyons maintenant comment Arthur Edward Waite, dans The Pictorial Key to the Tarot, décrit cette carte. Et oui, je me suis procuré le livre d'Arthur Waite et quels éléments symboliques il a choisi d'y ajouter. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'Edward Waite, Arthur Waite, pardon, il y a les deux prénoms, hein, donc je dis toujours Edward, je ne sais pas pourquoi. Bref, Arthur Waite consacre finalement assez peu de lignes à l'ermite lui-même, mais il profite de cette présentation pour préciser ce qui distingue sa propre vision de celle des occultistes qui l'ont précédé. Donc ça, c'est une constante d'ailleurs dans The Pictorial Key to the Tarot, parce que Waite ne se contente pas d'expliquer ses cartes, il prend régulièrement position par rapport aux interprétations antérieures, qui n'hésite pas à discuter, voire à contester, pour dire que la sienne, c'est la meilleure. Alors, il va souligner tout d'abord une différence importante avec les représentations plus anciennes. Regardez dans le Rider-Waite-Smith, la lanterne n'est plus partiellement dissimulée sous le manteau comme c'était souvent le cas dans le tarot de Marseille. À l'intérieur de cette lanterne, il y a donc une étoile qui est symbole de la lumière spirituelle. Pour Waite, l'ermite est une figure d'accomplissement. Il est placé au sommet d'un promontoire et il élève sa lanterne, sa lumière, comme un phare. Cette lumière, pour lui, n'est pas réservée à quelques initiés. Elle signifie simplement qu'un chemin existe et que chacun peut, à son tour, atteindre ce degré d'évolution. L'auteur prend ses distances avec plusieurs interprétations assez célèbres. Évidemment, il ne partage pas la lecture de Cours de Gébelin qui voyait dans l'ermite un sage en quête de vérité et de justice, pas plus qu'il ne considère la carte comme une simple représentation de l'expérience ou de la vieillesse. Il critique également certaines lectures ésotériques inspirées d'Eliphas Lévi,
lesquels le manteau de l'ermite servirait à dissimuler volontairement un savoir réservé à quelques initiés. Et pour Arthur Waite, les mystères spirituels n'ont pas besoin d'être cachés artificiellement, ils se protègent d'eux-mêmes, car ils ne peuvent être véritablement compris que par ceux qui sont prêts à les recevoir. Passons maintenant à Bénébel Wen, ma chouchou. Vous allez en avoir marre que je vous dise ça. Alors elle, on a une approche qui mêle symbolisme, ésotérisme occidental, tradition orientale, tout en accordant une place importante à la psychologie et au développement personnel. Bon, c'est pas une surprise, pour Bénébel Wen, l'ermite est avant tout la figure du sage et du guide spirituel. Après un long cheminement intérieur, il est parvenu à une forme de paix et de sérénité. Debout au sommet d'une montagne enneigée, il tient sa lanterne bien en évidence, tandis que son bâton l'accompagne dans sa progression. Son manteau gris se confond presque avec le ciel, comme s'il avait dépassé les oppositions ordinaires entre le bien et le mal pour accéder à une compréhension plus élevée de l'existence. L'un des thèmes majeurs de cette carte est celui de la transmission. Pour Bénébel Wen, l'ermite représente aussi bien le maître que le disciple. Dans un tirage, il peut annoncer la rencontre d'un mentor, d'un enseignant ou d'une personne plus expérimentée dont les conseils méritent d'être écoutés. Et à l'inverse, il peut aussi indiquer que le consultant est lui-même appelé à devenir une source de sagesse pour les autres. Alors ça, évidemment, ce sera le contexte du tirage qui permettra de déterminer laquelle de ces deux situations est en jeu. Le bâton que tient l'ermite possède lui aussi une dimension symbolique importante. Il ne représente pas seulement un soutien physique, mais une autorité d'ordre supérieur, parce qu'il va renvoyer à une guidance qui dépasse le monde matériel et les cinq sens, comme si le personnage s'appuyait sur une connaissance d'origine spirituelle. Bénébel Wen insiste également sur la dimension introspective de l'arcane. L'ermite va nous proposer de tourner notre attention vers l'intérieur afin d'entreprendre une véritable démarche de méditation et de réflexion philosophique. Alors, contrairement aux 4 de coupe, je ne sais pas si vous voyez cette carte où on voit un personnage assis contre un arbre, l'air un peu blasé, et il y a une main qui sort des nuages et qui lui tend une coupe. Donc ici, c'est aussi une carte de repli sur soi, mais c'est une carte où le repli sur soi est né d'une déception ou d'une blessure en général. Donc là, le repli sur soi de l'ermite, il est volontaire. Il répond à un désir d'élévation spirituelle et de compréhension plus profonde de soi-même. L'ermite devient ainsi le gardien de la contemplation et des pensées les plus élevées. Selon les circonstances, il peut être celui qui éclaire les autres grâce à son expérience ou celui qui doit accepter avec humilité les enseignements d'une personne plus avancée sur le chemin. La lanterne fait l'objet de 2 interprétations complémentaires. La première, la plus classique, voit en elle la lumière de la sagesse qui éclaire les autres dans l'obscurité. Et la seconde est plus originale. Cette lumière représenterait la vision personnelle de l'ermite, qui avance guidé par sa propre lumière intérieure, sans chercher à se conformer aux traditions ou aux conventions. Donc évidemment, ce chemin est souvent solitaire parce qu'il choisit de suivre sa propre vérité. Bénébel Wen évoque également plusieurs figures historiques susceptibles d'avoir inspiré cette carte. Elle cite notamment Pierre l'Ermite, un prédicateur de la première croisade, ainsi que saint François de Paule, qui est le fondateur d'un ordre religieux marqué par l'humilité, la simplicité et le renoncement. Et à travers cette dernière référence, l'ermite devient le symbole d'une voie fondée sur la non-violence, la compassion et l'humilité. Selon elle, cette carte peut aussi annoncer une forme de clairvoyance ou de prophétie. La lanterne ne sert pas uniquement à éclairer le présent, elle peut également révéler ce qui se prépare. Donc dans un tirage, Bénébel Wen recommande ainsi d'observer les cartes vers lesquelles semble se diriger la lumière de la lanterne, car elle pourrait indiquer les événements à venir ou les aspects de la situation qui méritent une attention particulière. Le problème, c'est que lorsque vous
vous faites un tirage, souvent la carte qui est à gauche va représenter le passé. Et donc la lumière, elle va se diriger évidemment vers les éléments du passé qu'il est intéressant d'analyser pour voir, pour justement comprendre notre situation présente. Et donc ça va être compliqué quand même de dire que ces éléments, ce seraient des prédictions en fait. Hein. Donc je vois pas trop là comment c'est possible, mais pourquoi pas. Ça dépend du tirage qui est proposé. Enfin, lorsque l'ermite apparaît renversé, Benebelwen y voit souvent le signe d'un refus d'écouter les conseils avisés. Le consultant préfère s'appuyer uniquement sur ses propres erreurs plutôt que de bénéficier de l'expérience des autres. Bon, ça arrive, hein. Mais cette attitude peut traduire un manque de maturité spirituelle, un excès de confiance en soi ou une tendance à rejeter l'autorité des personnes plus expérimentées. Dans ce cas, la carte invite à ralentir, à approfondir sa réflexion et à rechercher un accompagnement avant d'agir. Allez, on la remet à l'endroit et on va passer à Rachel Pollack. Donc pour elle, dans 78 Degrees of Wisdom, l'ermite incarne un double mouvement. À l'image de l'étoile à 6 branches qui brille dans sa lanterne, oui parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une étoile à 6 branches. Voilà. Il relie 2 directions complémentaires, l'une qui va être tournée vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Donc la première est celle du retrait. L'ermite s'éloigne du tumulte du monde afin de permettre à l'inconscient de s'exprimer. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une démarche volontaire destinée à ouvrir un dialogue avec les parties les plus profondes de la psyché. La seconde direction est celle du guide. L'ermite ne se contente pas de chercher la lumière pour lui-même, mais il va aussi éclairer le chemin des autres. Alors, ce guide peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un maître spirituel, d'un thérapeute, d'un enseignant, mais aussi de nos rêves, ou même d'une figure intérieure qui nous accompagne dans notre évolution. Rachel Pollack rappelle que la figure de l'ermite occupait une place importante dans l'imaginaire médiéval. Retiré dans une forêt ou dans le désert, vivant en marge de la société, l'ermite représentait une autre manière d'approcher le divin, non plus par l'intermédiaire de l'institution religieuse, comme avec le pape, mais à travers une expérience personnelle. Pourtant, il ne rompait pas tout lien avec l'humanité. Les récits médiévaux, notamment ceux consacrés à la quête du Graal, montrent souvent l'ermite accueillant les voyageurs et offrant au chevalier la sagesse dont il a besoin pour poursuivre son chemin. Il devient ainsi à la fois un modèle de transformation et un accompagnateur. Selon Rachel Pollack, cette figure traverse les siècles. Elle évoque aussi bien les philosophes comme Ralph Waldo Emerson ou Henry David Thoreau, qui cherchèrent dans la solitude un rapport plus authentique à eux-mêmes et à la nature, le Zarathustra de Nietzsche aussi, ou encore les maîtres spirituels orientaux auxquels de nombreuses personnes se tournent aujourd'hui, vers lesquels ils se tournent aujourd'hui. L'image de l'ermite continue ainsi de représenter celui qui cherche la vérité par une expérience directe. Mais lorsque nous ne rencontrons pas un tel guide dans notre vie, la psyché est capable d'en créer un. Ça, c'est super. Rachel Pollack s'appuie ici sur les travaux de Carl Gustav Jung et elle explique que de nombreuses personnes rêvent d'un vieux sage qui les conduit dans les profondeurs de leur monde intérieur. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé de rêver d'un vieux sage. Mais visiblement, c'est assez courant. Donc ce personnage va symboliser parfois le thérapeute lui-même, donc ça c'est évidemment peut-être plus souvent chez les personnes qui ont entamé une psychothérapie ou une psychanalyse, et reconnu inconsciemment avant même que le conscient ne comprenne le rôle qu'il joue. L'ermite devient alors une figure archétypique du guide intérieur. Rachel Pollack établit également un parallèle avec la tradition kabbalistique. Elle cite le mystique juif du XIIIe siècle, Abraham Aboulafia, qui est l'une des grandes figures de la Kabbale extatique. Et elle rappelle que Abraham Aboulafia distinguait 3 niveaux d'accès à la connaissance: l'étude des textes,
l'enseignement reçu d'un maître, puis l'expérience directe de l'union avec le divin. Et elle retrouve ces 3 étapes dans le tarot. Le pape représente la transmission doctrinale, l'ermite, évidemment, la rencontre avec le guide personnel, et ce sera le soleil qui va symboliser l'expérience vécue de cette réalisation spirituelle. En tant qu'étape du parcours initiatique, l'ermite marque une transition essentielle. Il invite à quitter momentanément le monde des sens afin de découvrir la richesse de la vie intérieure. Ce premier contact peut sembler austère, silencieux, voire solitaire. Pourtant, derrière cette apparente froideur se cache un univers rempli de symboles, de lumière et de vie spirituelle. Pour y accéder, il faut accepter ce temps de contemplation. La montagne enneigée sur laquelle se tient l'ermite rappelle d'ailleurs les pratiques de nombreuses traditions chamaniques, où les futurs guérisseurs s'isolaient dans la nature afin de rencontrer leur guide spirituel et d'acquérir leurs connaissances. La lanterne reprend ensuite toute son importance, l'ermite la tend vers celui qui le suit, signe qu'il est prêt à transmettre son expérience. On a vu que dans certains jeux, donc dans le tarot de Marseille en particulier, la lumière demeurait cachée sous le manteau. Donc ce Rider-Waite fait un choix différent, la lanterne est visible tout en restant protégée. Pour Rachel Pollack, ça signifie que chacun peut accéder à cette lumière à condition d'entreprendre un véritable travail de connaissance de soi. L'étoile à 6 branches renforce encore cette idée. Elle réunit les triangles du feu et de l'eau. Donc vous avez l'eau et le feu dans l'autre sens. Donc qui sont traditionnellement associés aux principes masculins et féminins, mais plus largement à tous les contraires que l'être humain cherche à réconcilier. Et elle devient ainsi le symbole d'une conscience capable d'unifier les opposés. Le bâton, enfin, rappelle celui du magicien, mais alors que ce magicien manie le bâton avec l'élan spontané de la jeunesse, l'ermite s'y appuie avec la sagesse acquise par l'expérience. Il représente désormais un soutien conscient, fondé sur la discipline, l'enseignement et la pratique. Pour Rachel Pollack, l'ermite prolonge également l'œuvre de la papesse, ou de la grande prêtresse pour le Rider-Waite, puisque tous deux invitent au retrait et à l'introspection, mais là où la papesse garde encore le voile fermé sur les mystères de l'inconscient, l'ermite commence déjà à entendre ce qui s'exprime derrière ce voile, sous la forme de rêves, de symboles et de visions. Et la révélation complète n'interviendra que plus tard, avec la Maison Dieu ou la Tour dans le Rider-Waite. Enfin, Pollack apporte une réflexion très intéressante sur la figure du vieux sage. Si cet archétype apparaît si souvent sous les traits d'un homme âgé, ce n'est pas parce qu'il posséderait une forme universelle immuable. Elle dit que c'est aussi le reflet de plusieurs millénaires de culture patriarcale, parce que dans d'autres civilisations, ce rôle du vieux sage était fréquemment assumé par des femmes, notamment en tant que représentantes de la grande déesse. Donc pour elle, les archétypes ne sont donc pas des images figées. Ils sont des structures psychiques universelles qui prennent des formes différentes selon l'époque, selon la culture et l'histoire personnelle de chacun. Dans un tirage, l'ermite annonce généralement une période de retrait volontaire consacrée au développement intérieur. Il peut également signaler la présence d'un guide, extérieur ou intérieur, qui accompagnera cette évolution. Inversé, hop, on la remet à l'envers. La carte ne parle plus d'un retrait fécond, mais d'un isolement qui subit cette fois-ci. Elle peut évoquer la peur des autres, la fermeture au monde, même le refus d'assumer les responsabilités de l'âge adulte, en restant attaché à une forme d'immaturité. Alors à titre personnel, c'est l'une des analyses qui me passionne le plus, celle de Rachel Pollack, parce que elle ne se contente pas de commenter les symboles ou d'énumérer les significations possibles de la carte. Elle va les mettre constamment en dialogue avec la psychologie jungienne, les traditions spirituelles, la mythologie et les grands récits initiatiques. C'est passionnant,
Sa lecture ouvre des perspectives qui dépassent évidemment largement l'interprétation divinatoire. Alors si vous souhaitez approfondir le tarot comme outil de connaissance de soi, je ne peux que vous recommander la lecture de 78 Degrees of Wisdom. Ensuite, on a Mary Greer, qui elle aussi est passionnante dans son approche du tarot. Et dans ce livre qui s'appelait The Complete Book of Tarot Reversals, donc où elle analyse les cartes à l'envers, là, l'ermite, c'est toujours une figure de guide et de transmission. Donc à l'image du pape, il peut représenter un enseignant, mais son rôle est plus personnel. Donc on va parler davantage de mentor, d'un accompagnateur ou d'un modèle de sagesse, donc ce que Jung appelait l'archétype du vieux sage dont on vient de parler. Cette carte invite à prendre de la distance avec les sollicitations extérieures afin de retrouver un espace de réflexion. Il ne s'agit pas nécessairement de s'isoler physiquement, mais de réduire les distractions pour mieux se concentrer sur ce qui compte réellement. C'est un gros défi aujourd'hui. Cette période favorise les pratiques introspectives comme la méditation, le journaling, une psychothérapie ou toute démarche qui permet de mieux comprendre son propre fonctionnement. Mary Greer insiste également sur l'idée que l'ermite cherche la connaissance en dehors des chemins conventionnels. Il poursuit une vérité personnelle plutôt que des réponses toutes faites. Et cette quête peut passer par des études, mais plus souvent par l'expérience directe, l'observation et la réflexion. En tant que 9e arcane, l'ermite marque aussi une forme d'accomplissement. Il symbolise un niveau de maturité qui s'accompagne d'une responsabilité nouvelle qui est de mettre son expérience au service des autres. Donc selon les circonstances, quelqu'un peut venir chercher auprès du consultant un conseil, un éclairage ou un accompagnement. La carte invite également à relire son passé afin d'éclairer l'avenir. Comprendre les expériences déjà vécues permet de discerner les directions les plus porteuses et de développer pleinement son potentiel. L'ermite encourage ainsi une réflexion approfondie avant toute décision importante. Et Greer rappelle que les anciens jeux de tarot représentaient souvent l'ermite avec un sablier, je vous l'ai dit dans la partie historique de cette vidéo. Donc ce détail souligne le rapport particulier qu'entretient cette carte avec le temps. Elle peut inviter à mieux organiser ses priorités, à gérer plus efficacement son emploi du temps ou rappeler qu'une échéance approche. Le temps devient ici une ressource précieuse qu'il convient d'utiliser avec discernement. Donc ça, c'est intéressant comme façon d'analyser la carte, parce que je ne l'avais jamais vu. Je ne voyais pas du tout l'ermite en tant que conseiller de gestion du temps ou de coach en gestion du temps. Sur le plan psychologique, l'ermite agit avec prudence, calme et discrétion. Il suit volontiers sa propre voie, mais sans éprouver le besoin de se démarquer de manière ostentatoire. Cette indépendance s'accompagne d'un certain goût pour la simplicité, l'austérité et parfois d'une tendance au perfectionnisme ou à une certaine rigidité. Dans les relations, évidemment, cette carte peut signaler un besoin de solitude temporaire, un éloignement volontaire ou bien sûr une période de célibat. Elle peut aussi évoquer une attirance pour une personne plus âgée ou un travail auprès des personnes âgées. Lorsque l'ermite apparaît renversé, Mary Greer montre que le retrait peut perdre sa fonction constructive. La solitude devient alors souffrance ou isolement. Le consultant peut craindre de vieillir seul, éviter les relations proches ou au contraire rechercher désespérément une présence pour combler ce vide. La carte peut également évoquer une rupture avec des proches ou une déception provoquée par une personne qui incarnait jusque-là une figure de guide ou de mentor. Lorsqu'elle est à l'envers, je le reprécise. L'auteur souligne aussi les dérives possibles du perfectionnisme, le consultant qui peut devenir excessivement exigeant envers lui-même comme envers les autres, ou encore prétendre posséder une expertise qu'il n'a pas réellement acquise. À l'inverse, il peut manquer totalement de prudence, agir avec précipitation ou refuser d'écouter les conseils qui lui sont donnés.
L'ermite renversé peut également traduire un refus d'examiner une situation en profondeur, comme si le consultant préférait détourner le regard de ce qui est pourtant évident. Une prudence excessive peut alors se transformer en méfiance permanente, voire en paranoïa. Enfin, Mary Greer développe une réflexion intéressante sur cette période de la vie que l'on appelle parfois la crise du milieu de vie, la midlife crisis. Donc l'ermite renversé peut révéler une peur du vieillissement ou du temps qui passe. Alors certaines personnes cherchent alors à retrouver artificiellement leur jeunesse, comme Madonna, tandis que d'autres s'enferment dans la nostalgie, s'accrochent à des idées dépassées ou deviennent amères face au monde qui change. À l'inverse, lorsque cette figure est intégrée de manière positive, donc je la remets à l'endroit, l'ermite invite à retirer les projections que nous plaçons sur les autres. Au lieu d'attendre qu'un guide extérieur nous apporte toutes les réponses, il nous encourage à reconnaître notre propre lumière, à accepter nos limites comme nos qualités et à devenir progressivement notre propre guide intérieur. Remettons maintenant les deux cartes côte à côte et nous allons faire la synthèse des points communs et des différences entre les deux systèmes. Alors dans le tarot de Marseille, l'ermite est avant tout un marcheur. Il avance certes lentement, le regard tourné vers le passé, comme s'il éclairait le chemin déjà parcouru afin d'en tirer les enseignements. Les auteurs que nous avons étudiés insistent sur le temps, l'expérience, la maturation, la prudence et la recherche de la vérité. C'est une figure qui est profondément humaine, marquée par les années, les épreuves et la sagesse acquise au fil de la vie. Son iconographie reste volontairement sobre et laisse une grande liberté d'interprétation. Le Rider-Waite reprend cette base, mais il enrichit le symbolisme de la carte un petit peu. Pamela Colman-Smith a ajouté de nouveaux éléments comme ce sommet enneigé, l'étoile à 6 branches dans la lanterne ou encore le bâton qui est parfaitement droit. Donc ces détails orientent davantage la lecture vers une quête spirituelle et intérieure. L'ermite apparaît comme quelqu'un qui a déjà atteint un certain degré de réalisation et qui élève sa lumière pour guider les autres. Bon, cela dit, les deux ermites se ressemblent beaucoup dans les deux systèmes et convergent sur de nombreux points. Tous deux présentent l'ermite comme une figure de retrait volontaire, pas pour fuir le monde, mais pour mieux comprendre la vie et surtout soi-même. Les deux systèmes insistent sur la patience, l'expérience, la prudence et la nécessité d'un temps de réflexion avant d'agir. Dans les deux traditions, la lanterne symbolise une lumière qui éclaire le chemin, même si sa signification varie légèrement selon les représentations. Le bâton représente lui aussi l'appui que procure l'expérience et la connaissance acquise au fil des années. Donc finalement, la principale différence réside dans la manière dont cette sagesse est représentée. Le tarot de Marseille montre un homme qui chemine encore, dont la connaissance est en construction et qui s'enrichit au rythme de son avancée, alors que le Rider-Waite va mettre davantage en scène une figure déjà réalisée, presque intemporelle, qui semble avoir atteint un sommet de conscience et qui devient un véritable guide spirituel. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose. Plus j'étudiais l'ermite et plus je m'attachais à cette carte. Je vous ai dit en introduction que lorsque j'avais appris que cet arcade représentait ma personnalité profonde, j'avais éprouvé un peu de déception parce que je le trouvais lent, austère, un peu trop sérieux. Et puis, avec le temps, j'ai compris pourquoi cette carte me parlait autant. C'est pas parce qu'elle représente un vieux sage, mais parce qu'elle incarne cette recherche permanente de compréhension. J'aime aller au fond des choses et quand je commence à explorer un sujet, j'ai envie de continuer à creuser encore et encore. Et plus j'avance, plus je découvre qu'il y a d'autres couches à explorer. Et il y a aussi le fait que plus j'avance en âge, plus j'ai besoin de solitude et de calme. J'ai tellement de choses à faire chez moi, dans le cocon de mon bureau rempli de livres et de jeux de tarot, que c'est vrai que j'éprouve de moins en moins le besoin de sortir dans des lieux bruyants, pleins de monde. Finalement, je me rends compte que cette série de vidéos est aussi un peu mon propre chemin d'ermite.
Étudier chaque arcane aussi en profondeur me permet de me connecter à cet arcane d'une manière que je n'aurais jamais imaginée au départ. Certaines personnes entreprennent cette quête avec la philosophie, d'autres avec la méditation, la psychanalyse ou une démarche spirituelle. Pour ma part, c'est le tarot qui est devenu ce chemin d'exploration de moi-même. Et ce qui me fascine, c'est qu'on a parfois l'impression d'arriver au bout d'un sujet avant de découvrir qu'il reste encore un niveau de profondeur à explorer. C'est peut-être cela finalement l'enseignement de l'ermite, comprendre que la quête de la connaissance n'a pas vraiment de fin. Chaque réponse ouvre sur une nouvelle question et c'est précisément ce qui la rend si passionnante. Je vous propose maintenant de regarder comment l'ermite est représenté dans quelques autres jeux de tarot. Vous allez voir que même si certains symboles évoluent d'un jeu à l'autre, cette figure du chercheur de vérité et du guide intérieur reste bien présente. Commençons ce petit tour d'horizon de certains de mes tarots. Donc, la plupart, vous les reconnaîtrez puisque je les présente à chaque fois. Et puis, j'essaie d'en piocher dans quelques autres aussi pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et du coup, ça me fait des reviews différées. Alors, vous aurez la review sur plusieurs mois ou plusieurs années de même jeu. Alors, on commence par celui-ci. Je vais zoomer un petit peu. Donc, l'ermite du tarot de la forêt enchantée et qui devient l'homme encapuchonné avec un visage entièrement dissimulé sous sa capuche. Cette fois-ci, on ne le voit pas du tout. Voilà, on ne voit pas du tout son visage. Comme si finalement son identité n'avait plus d'importance. C'est plus la personne qui compte, mais la fonction qu'elle remplit, qui est celle du guide. Alors on va retrouver les attributs traditionnels de l'ermite, le bâton et la lanterne. Je le pose, c'est plus pratique. Le bâton qui est très très grand, la lanterne ici. Mais l'univers est profondément enraciné dans les cycles de la nature, comme toujours avec ce tarot. Nous sommes au cœur de l'hiver, au moment du solstice. Alors ça, c'est le livret qui nous le dit. Lorsque tout semble endormi, et pourtant, cette immobilité prépare déjà le renouveau. Le personnage se tient devant un vieux chêne qui est percé d'une porte lumineuse, qui est ici. Cette porte, évidemment, symbolise un passage vers un espace intérieur, un refuge où il devient possible de se retirer pour intégrer les expériences accumulées avant de repartir. L'arbre devient le lieu de la transformation, comme un sanctuaire. Le manteau de l'ermite, alors là je l'approche quand même parce que peut-être que vous n'allez pas voir sinon. Vous voyez, il est orné de feuilles de houx, qui est un arbuste, comme vous le savez, qui reste vert même au cœur de l'hiver, et qui va évoquer la persévérance, la force intérieure et la capacité à traverser les périodes les plus difficiles sans perdre l'essentiel. Et il y a un autre détail, regardez ici, le petit roitelet qui est posé sur un rocher. Alors dans les traditions celtiques, cet oiseau est associé à la sagesse et à la royauté spirituelle. Et malgré sa petite taille, il rappelle que la véritable grandeur ne dépend ni de la force, ni du pouvoir, mais de la connaissance et de la clairvoyance. Alors j'aime beaucoup cette interprétation parce qu'elle insiste sur le refuge plutôt que sur la solitude. L'homme encapuchonné nous propose de nous arrêter, de nous reposer et de laisser décanter ce que nous avons vécu. Et nous avons cette lanterne qui nous guide finalement vers cette porte cachée au cœur du grand arbre où peut commencer un véritable travail de transformation intérieure. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous présente la suite du tarot des mondes oniriques avec toujours les symboles traditionnels de la carte transposés évidemment dans un univers un peu cosmique. Alors là, c'est toujours très difficile de voir tous les détails de cette carte. Il faut vraiment s'approcher. Vous pouvez faire peut-être une petite pause sur la vidéo parce que voilà, c'est très très fin comme genre de dessin. Donc ici, on a un personnage qui se tient au sommet d'un impressionnant empilement de rochers dans un équilibre qui semble défier toute logique, en tout cas la mienne.
Il est si haut perché qu'il semble toucher le soleil, parce qu'on voit en plus des oiseaux qui volent en dessous de lui. Donc cette ascension symbolise le chemin intérieur qui est long et compliqué, hein, et qu'il a parcouru pour prendre de la hauteur sur ce monde. Il a une très grande lanterne par rapport aux autres qu'on a déjà vues et qui contient elle aussi une étoile lumineuse comme dans le Rider-Waite. Le livret la décrit comme une étoile captive qui est capable de retrouver le chemin de sa véritable demeure. C'est une très très belle image qui rappelle que la lumière de l'ermite ne révèle jamais tout le chemin d'un seul coup, mais éclaire seulement le pas suivant. Alors l'auteur de ce tarot insiste également sur le retrait progressif du monde. L'ermite abandonne peu à peu le bruit, l'agitation et les distractions de la ville pour gagner un lieu où règne le silence et la pureté. Ce voyage marque un détachement de tout ce qui encombre l'esprit afin de retrouver une forme de clarté intérieure. Alors ça, quand je lis des choses comme ça, ça me donne vraiment envie. Moi, c'est mon idéal, hein, vraiment, d'arriver à retrouver cette clarté intérieure et de me désencombrer l'esprit. Ici, on a des oiseaux. Alors, je pensais que c'était des oies sauvages et le livret nous indique que ce sont des huards. Alors, ce sont des canards sauvages qui planent là au pied du promontoire et qui renforcent cette atmosphère de sérénité. Alors, dans plusieurs traditions, ces canards sont associés à la sagesse et donc ils vont devenir les témoins silencieux de cette quête. Donc, j'apprécie beaucoup aussi cette version de l'ermite parce que elle va mettre l'accent sur l'élévation, là aussi pas vraiment sur la solitude. Et bien sûr, l'isolement est la conséquence naturelle d'un chemin qui conduit vers une vision plus vaste. Plus l'ermite prend de la hauteur, plus son regard s'élargit et plus il va embrasser un horizon qu'on ne peut pas percevoir si on reste dans la vallée. Passons au Darkwood Tarot. Lui aussi, je vous le montre à chaque fois. Alors, ici, c'est une femme, l'ermite, comme pour toutes les cartes de ce tarot, qui est un poil féministe. Bon, mais ça ne change rien à son rôle de sage et de guide. Alors, elle a un long manteau rouge qui m'a fait évidemment penser au petit chaperon rouge. Mais là, on voit bien que ce n'est pas une petite fille perdue dans la forêt. Elle connaît parfaitement les lieux. Elle chemine sans hésitation et tient elle aussi une grande lanterne qui va éclairer son passage. Alors en fait, elle se tient devant l'entrée d'une grotte. Je croyais que c'était un rocher et puis le livret indiquait que c'était une grotte. Alors par contre, elle a un regard pas très agréable qui m'a semblé un peu hautain et méprisant. Mais ça, c'est ma vision des choses. Donc c'est une grotte, on a les parois de la grotte aussi qui sont recouvertes de symboles ésotériques ici, vous voyez, et de cryptogrammes, il y en a partout là sur les murs. Hop, voilà. Et en fait, cette grotte, évidemment, représente le monde intérieur, l'inconscient, cet espace où l'on descend pour rencontrer les parties cachées de soi-même. Et l'ermite nous propose de franchir ce seuil, non pas pour recevoir un savoir tout fait, mais encore une fois pour vivre sa propre expérience de l'invisible. Et le livret nous dit que les enseignements d'un maître peuvent nous orienter, mais qui ne vont jamais remplacer l'expérience personnelle, qu'on doit construire sa propre relation au mystère à travers le silence, la méditation et l'introspection. Alors, j'aime bien aussi le fait que cet ermite ne soit pas représenté comme un personnage passif. Ici, les symboles gravés sur les parois de la grotte montrent qu'elle poursuit un véritable travail intérieur. Ce serait un peu comme son journaling sur les murs de la grotte. Elle observe, elle expérimente et elle cherche activement à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Enfin, ce jeu met en garde contre ce que pourrait devenir cette quête lorsqu'elle se déséquilibre. Je vous rappelle que le Darkwood Tarot propose un travail de l'ombre. Donc l'isolement peut conduire au repli sur soi, voire à une forme de snobisme spirituel, lorsque l'on finit par croire que l'on détient la vérité ou que l'on n'a plus rien à apprendre. C'est un rappel intéressant. La véritable sagesse s'accompagne toujours d'humilité.
Ensuite, un tarot que je ne vous ai encore pas présenté. Alors, j'ai la boîte ici. Elle est énorme. Je ne sais même pas si elle va tenir. Vous voyez, très 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 grosse parce qu'il y a un gros bouquin dedans. C'est le tarot mythique. Alors, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, ce tarot. Toujours pareil, chiné sur Vinted. Alors ici, on a une lecture qui est très différente de l'ermite puisqu'il s'agit de Chronos, qui est le dieu grec du temps. Et cette interprétation fait d'ailleurs écho aux origines historiques de la carte. Rappelez-vous qu'avant d'être appelée l'ermite, elle représentait souvent le temps lui-même. Alors, on a quelques attributs traditionnels. Le vieil homme vêtu de gris, barbu, debout dans un paysage de montagne brumeuse, une lampe à la main, symbole toujours pareil de cette lumière intérieure qu'il a acquise par l'expérience, mais aussi une faux qui d'habitude est attribuée à la mort et pas du tout à l'ermite. Et ici, ça va évoquer le temps qui va moissonner toute existence. Et sur son épaule, ici, on a un corbeau qui est son oiseau sacré. Alors, le livret rappelle le mythe de Chronos, qui est le dernier des titans, qui renversa son père Ouranos avant d'être lui-même détrôné par Zeus. Alors, ce récit illustre la loi fondamentale des cycles. Toute naissance porte déjà en elle le changement, et nul ne peut échapper au passage du temps. Donc dans cette perspective, l'ermite représente plutôt l'apprentissage des limites humaines plutôt que la quête de connaissances qu'on avait vu dans les autres tarots. Vieillir, perdre certaines illusions, accepter que tout change et que rien n'est permanent deviennent les véritables initiations de cette carte. La solitude devient le lieu où l'on apprend la patience, l'endurance et l'humilité. J'aime beaucoup cette idée développée par les auteurs qui est la véritable sagesse ne consiste pas à lutter contre le temps, mais à collaborer avec lui. On ne peut pas empêcher les saisons de passer, on ne peut pas retenir la jeunesse, mais en revanche, on peut apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, à changer ce qui peut l'être et à accepter le reste. Toujours pareil, le livret met en garde contre l'ombre de cette lame, qui est de refuser le changement, de s'accrocher obstinément au passé, ou de vouloir figer les choses. Et ça va conduire évidemment à la souffrance. À l'inverse, lorsque l'ermite est vécu positivement, il va annoncer une période de retrait féconde, durant laquelle la patience et la réflexion permettent de construire des bases solides avant de poursuivre son chemin. Donc, un tarot très intéressant. Bon, à mon goût, le titre prend trop de place. Ils auraient pu faire une image un petit peu plus grosse qui prenne un peu plus de la carte et puis mettre le titre sur le dessin. Bon, c'est un choix. On ne va pas évidemment le changer maintenant. Alors, une très grosse carte. Je suis obligée de dézoomer un petit peu. Vous voyez, par rapport aux autres, la taille, elle rentre au milieu. Et même encore, elle déborde. Voilà. Alors, ce sont les cartes de l'enfant intérieur. Alors, j'ai pas gardé la boîte parce qu'elle était complètement pétée. Voilà. Ça aussi, c'est un tarot qui est un de mes premiers tarots. Il commence à être un petit peu vieux, comme l'ermite lui aussi. Alors là, dans ce tarot, vous avez une approche qui est complètement différente là aussi. Et au lieu de représenter les personnages sous leurs traits habituels, ils vont associer chaque arcane, même les mineurs, à un conte. Et ici, c'est le conte de Blanche-Neige. Alors, la scène choisie, c'est celle où Blanche-Neige a découvert la maison des nains pendant qu'ils étaient au travail. Et elle est fatiguée, donc elle est entrée et elle dort là paisiblement dans la maison, tandis que deux d'entre eux rentrent de la mine. Et l'un, il va éclairer avec sa lanterne, il va éclairer la jeune fille, et l'autre porte sa pioche. Et puis vous avez aussi le sac de diamants, puisqu'il travaillait dans des mines de diamants. Alors, on a aussi évidemment la sorcière derrière la fenêtre qui s'apprête déjà à revenir, ou à venir pour la première fois, puisqu'en fait elle a essayé 3 fois de se débarrasser de Blanche-Neige avec sa pomme peut-être empoisonnée. Il me semble que c'est le panier avec des pommes.
Donc le danger est présent, mais il n'a pas encore franchi le seuil. Alors le livret interprète tout le conte de Blanche-Neige comme un parcours initiatique. On a l'exil de Blanche-Neige dans la forêt, qui devient une quête de sagesse. Les 7 nains, qui étaient à l'origine des gnomes dans certaines versions du conte, qui incarnent la sagesse de la terre et les richesses cachées des profondeurs, autant matérielles que spirituelles. Et en vivant auprès d'eux, Blanche-Neige apprend l'humilité, le service et la simplicité. Les 3 tentatives de la reine pour éliminer Blanche-Neige prennent elles aussi une dimension symbolique. Le lacet qui l'étouffe, le peigne empoisonné, puis la pomme représentent autant d'épreuves qui mettent à mal sa capacité de discernement, puisqu'à chaque fois elle se fait avoir. Et ce n'est qu'après cet apprentissage douloureux qu'elle peut accéder à une transformation plus profonde. Alors les auteurs ils vont insister justement sur cette notion de discernement qui devient ici l'une des grandes leçons de l'ermite, puisque la solitude qu'elle vit quand même, Blanche-Neige, elle vit avec 7 nains et toute la journée ils sont au travail, et bien finalement ça ne suffit pas à rendre sage. Encore faut-il apprendre à reconnaître ce qui nourrit véritablement notre évolution et ce qui risque au contraire de nous détourner de notre chemin. Alors rappelez-vous que lorsqu'elle avale un morceau de pomme empoisonnée, bien évidemment elle tombe dans une espèce de coma, et comme elle ne se réveille pas, les 7 nains lui font un cercueil de verre qui va marquer une nouvelle étape de cette initiation. Alors pour le livret, il ne symbolise pas seulement un sommeil magique, mais cette période de transformation intérieure avant une véritable renaissance. Et l'union finale avec le prince représente alors l'intégration de toutes les dimensions de la personnalité et l'accomplissement d'un être devenu plus complet. C'est une interprétation qui élargit le sens traditionnel de l'ermite, puisque la quête de sagesse n'a pas pour seul but le développement personnel, mais elle va préparer aussi à une forme de service. Après avoir trouvé sa propre lumière, il devient possible de la mettre au service des autres avec davantage de discernement, de bienveillance et d'humilité. C'est magnifique, j'adore cette interprétation de l'ermite dans ce vieux tarot. Allez, on termine avec un rezoom sur le Pastoral Tarot, dont évidemment je vous parle à chaque fois, lui aussi, ces illustrations qui sont magnifiques. On retrouve donc un ermite en plein cœur d'une forêt enneigée, les arbres dénudés, des conifères chargés de neige et les pommes de pin dispersées au sol. Donc on a une scène qui plonge immédiatement dans le silence de l'hiver. Alors le personnage, il évoque davantage un trappeur ou un pionnier nord-américain qu'un moine. Il a une veste à franges, une cape de fourrure, enfin une cape sur la tête, une coiffe, des bottes épaisses et bien sûr sa lanterne qui éclaire doucement son chemin. Comme souvent avec cette lame, il n'est pourtant pas totalement seul. On a un petit oiseau ici, cette fois-ci, qui est posé sur une branche toute proche, tandis qu'au loin, un cerf qui l'observe avec prudence. Ces 2 animaux semblent reconnaître sa présence sans la craindre véritablement, comme si l'ermite faisait désormais partie du paysage. Alors le livret mentionne justement cette communion avec la nature. L'homme s'est retiré dans cette clairière au lever du jour afin de trouver les réponses qu'il cherche en lui-même. Et le silence de la forêt est présenté comme un espace propice à l'introspection et à la clarté intérieure. Alors ce petit oiseau ici possède une signification particulière. Alors d'après le livret bien sûr, il s'agit d'une grive solitaire qui est un oiseau qui existe, qui est un oiseau d'Amérique du Nord. Et selon une légende iroquoise rapportée dans le livret, elle vit à l'écart parce qu'elle possède un chant d'une beauté exceptionnelle qu'elle ne partage pas avec les autres oiseaux. Alors que beaucoup migrent vers le sud, elle va demeurer dans les forêts enneigées. Et elle devient ainsi le compagnon idéal de l'ermite. Tous deux choisissent volontairement la solitude, non pas parce qu'ils rejettent le monde, mais parce que le silence leur permet d'entendre quelque chose de plus profond. Le message divinatoire est finalement très simple. L'ermite nous invite à ralentir, à s'éloigner du bruit
et des sollicitations permanentes pour retrouver un espace de calme. Donc si on ne peut pas partir physiquement dans la nature, il est toujours possible de créer ce silence intérieurement en éteignant les distractions, en respirant, en marchant, en écoutant ses propres pas ou en simplement s'accordant un moment de solitude. Et c'est dans cette disponibilité que les idées se clarifient et que les réponses émergent naturellement. Et voilà pour cette exploration de l'ermite. J'espère qu'elle vous aura donné envie, vous aussi, de ralentir un peu, de regarder cette carte autrement, ou peut-être même d'aller ouvrir les livres des auteurs que j'ai cités, parce qu'ils sont une source inépuisable de réflexion. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la suite. Un petit j'aime, un commentaire ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours un vrai soutien pour la chaîne. Quant à moi, je vais continuer mon chemin dans le tarot et je vous retrouve très bientôt.